Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous sommes en présence de Caroline de l'atelier de la Loba, qui est thérapeute en chant d'argile. Bonjour Caroline. Bonjour. Est-ce que tu peux déjà nous dire ce qu'est le chant d'argile, s'il te plaît? Oui, donc c'est une thérapie qui vient d'Allemagne, une thérapie psychocorporelle qui est basée sur une expérience concrète et tactile qu'on dit haptique, c'est-à-dire qu'elle est en relation avec aptomain, je touche et je suis touchée. Et le média qu'on utilise s'appelle le champ d'argile, c'est HAMP, c'est-à-dire qu'il y a un espace qui correspond à un cadre en bois avec un fond, des arêtes sur les côtés et qui est rempli de 20 kilos d'argile malléable. Sur le dispositif, donc qui est mis sur une table, il y a aussi accès à de l'eau dans une bassine. Donc la personne, que ce soit un enfant, un adolescent ou un adulte, valide ou moins valide, l'expérience se fait par les mains qui viennent euh, rejouer à la relation avec l'autre et avec soi à travers un cadre en bois solide, fiable, mais qui peut aussi être appréhendé comme quelque chose, comme un carcan, comme quelque chose d'imposé avec lequel on doit batailler. Et l'argile qui est la matière transformable, qui fait appel à la créativité, qui permet aussi de venir réparer ou de rejouer des étapes du développement de l'enfant pour essayer de pallier à ces lacunes qu'on a peut-être sur notre parcours et de progressivement vraiment se détacher du biographique pour aller vers de l'archétypal, c'est-à-dire si moi dans ma vie au niveau biographique, dans mes relations, j'ai eu à vivre des traumas ou j'ai eu à vivre des confrontations, des oppositions, des choses qui ne sont pas forcément résolues, je peux toujours me tourner vers ce que dans ma sagesse liée à l'inconscient collectif, je sais. Pas d'un savoir mental, mais d'un savoir profond, en fait. Je sais ce que c'est la fonction maternelle d'accueil, d'amour inconditionnel ou de fonction paternelle liée à cet entrain, à cette invitation à aller dans la vie, à dépasser ses peurs et à avoir confiance en soi. On a accès à des archétypes qui nous aident et qui nous propulsent. Et l'idée, c'est de venir toucher et être touché et progressivement créer de nouveaux trajets neuronaux pour favoriser le confort, favoriser le bien-être relationnel avec soi et avec l'autre. Voilà le champ d'argile en quelques mots. Toute une histoire. Oh non, mais c'est magnifique. Enfin, c'est dingue. Donc, vous, les mamans, aujourd'hui, vous demandez, pardon, peut-être pourquoi je demande à Caroline à propos du champ d'argile, comment ça se passe et quel est l'intérêt du champ d'argile. C'est parce que dans le programme de Recreation, on va avoir un exercice qui va se faire autour de l'argile. Et de ce fait, en tant que thérapeute et à travers ta pratique, Caroline, je sais que tu connais le bienfait des champs d'argile, de l'argile en soi, pardon. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer comment l'argile et le fait de le toucher juste à travers un rituel, par exemple, qui est un exercice que je vais proposer, ça peut venir toucher les mamans et qu'est-ce que ça peut leur apporter quant à l'apaisement Mhm. ben, de leurs tâches quotidiennes, de leur questionnement en tant que maman et toutes ces choses-là. Le média de l'argile a cette propriété en fait de venir nous renvoyer à nos perceptions propres qui sont en fait uniques, étonnamment. Quelqu'un qui prend de l'argile dans ses mains ne va pas avoir la même sensation, la même perception qu'une autre personne, parce que ça la renvoie à son propre vécu, à son histoire et à la façon aussi dont ses sens sont aiguisés. Euh, L'argile va par exemple me sembler douce, elle peut sembler collante à quelqu'un d'autre, elle peut sembler dure, froide. En fait, on revient au sens basique du toucher. Donc, c'est le premier qui se développe dans notre histoire d'humain. C'est-à-dire que dans le ventre de notre mère, in utero, on est
baigner dans ce liquide amniotique qui a une certaine température, qui a qui nous renvoie à notre enveloppe, mais on n'a pas encore tout à fait cette perception que c'est notre enveloppe. On forme un tout. Et quand on est, euh, l'idée serait en tout cas, dans le meilleur des cas, d'avoir une continuité de cet enveloppement, de cette fusion, parce que quand on est humain, on est prématurément, c'est-à-dire on doit sortir du ventre de notre mère. Si notre tête continue à grossir, on ne sort pas. Donc on sort, mais on a encore besoin de presque 9 mois pour dire d'être mature. Les petits mammifères, ils naissent, ils sont prêts à aller dans la vie, l'humain pas. Donc il a besoin de ce continuum. Et je pense que aussi de l'expérience du fait d'être mère de 3 enfants, euh, de les avoir peut-être mis au monde à la maison aussi, en tout cas riche de cette expérience-là, pour moi, c'est essentiel et pour l'enfant qui est continuum, mais aussi pour la mère, parce que c'est un événement qui peut être traumatique. Même les événements heureux peuvent être traumatiques, dans le sens où il y a tellement un parachutage dans une autre perception du monde quand on devient mère, c'est pas pour rien qu'on parle de matrescence, euh, que on a aussi besoin d'être enveloppé. Et on peut venir rejouer des choses de notre prime enfance, en fait. Rejouer des lacunes, rejouer des manquements, des empêchements. Et si on se tourne vers l'argile, en fait, on a une capacité immense en tant qu'être humain parce que notre cœur est relié à nos mains et que ce qui se passe avec nos mains ont un impact, a un impact direct sur la plasticité cérébrale. Donc, ça veut dire que si je me mets en lien avec l'argile, quelle que soit la perception que j'ai de ce qu'elle représente à ce moment-là en termes de qualité, je peux chercher un nouveau chemin pour aller vers ce qui me correspond, ce qui me convient. Donc, une terre qui pourrait avoir donné l'impression d'être froide au départ, si je la travaille, elle va me donner l'information que je peux la réchauffer. Mm. Une terre qui est dure, si j'ai de l'eau à portée de main, je vais pouvoir la malaxer et la rendre beaucoup plus maniable, beaucoup plus élastique, souple. Donc, en fait, on reprogramme. On, l'argile permet de travailler directement sur le relationnel, sur du cœur au cœur de l'autre. Comment est-ce que je fais? Et je parle vraiment de faire, c'est-à-dire être créatif, être en lien avec ses mains. On n'est pas créatif. Enfin, on n'est pas créatif par la pensée, évidemment, les idées naissent par là aussi. Euh, Mais l'action, la création se fait avec les mains. Eh bien, quand on s'offre l'opportunité de revenir à ça, au corps, à sa sagesse, à son rythme, avec un média comme l'argile, on s'ouvre des portes en fait. On ouvre un nouveau champ des possibles au niveau cérébral et donc expérientiel, puisque là où je me donne des permissions, je vais aller plus loin dans la vie. Je vais pouvoir me redresser, je vais pouvoir asseoir une confiance en moi. Tout à fait. Voilà. Merci. Et du coup, tu l'as déjà dit avec certains mots, mais là, j'entends bien l'avantage de passer par le corps et de laisser le mental de côté. On est d'accord? Mhm, Tu peux nous dire, mhm. avec résumé très très simplement, l'avantage justement de ne pas passer par la tête et d'inscrire ça dans notre corps. Tu expliquerais ça comment en fait? En fait, je remarque, en tout cas dans ma pratique, qu'il y a 2 temps. Il y a un temps sensationnel, d'expérience, et il y a un temps de prise de conscience de ce qui s'est passé, de mise en image, parce que le cerveau, il fonctionne avec des images avant même d'avoir une narration, donc de mettre des choses dans un certain ordre, donc d'avoir un rapport à la temporalité. Euh, et donc, le fait de passer par le corps, d'imprimer des expériences, de se donner
un espace pour ça, ce n'est pas encore faire appel à la narration, à la mise en image. Euh, on est dans du pré-langage, quelque part. Ouais. Et en tant qu'enfant, on sollicite énormément ça. Euh, en tant qu'adulte, on est dans une culture visuelle qui est donc langagière. Les autres sens sont moins sollicités. Donc, en revenant à l'expérience concrète, tactile, et en délayant quelque part le temps pour la parole, le temps pour l'analyse, la mise en mots, mais ça peut être aussi tout le pan émotionnel. Parce que dès lors qu'on rentre dans l'émotion, on est déjà occupé à se raconter quelque chose, on est déjà occupé à émettre un jugement sur l'expérience, ce qui fait naître en fait des émois. L'idée, c'est de ne pas sortir du moi, d'être dans l'action telle qu'elle est et de s'offrir vraiment un temps de trêve mentale, en fait. C'est pas que le mental ne va pas nous servir, mais s'il vient trop tôt, il empêche d'être dans la sensation. Et notre corps a besoin de beaucoup de sensations pour que la banque de données informationnelles qu'il y a dans notre cerveau puisse s'élargir. Sinon, on vit une expérience, hop, ça s'enclenche, on fait appel à notre banque de données. Ah, j'ai déjà vécu ça, alors que l'expérience, elle est quand même nouvelle. Hein. Non, non, j'ai déjà vécu ça. Et comme les conséquences de ça, c'était malheureux, triste, douloureux, challengeant, alors je n'y vais pas. Et quand on s'offre d'avoir vraiment plus d'amplitude dans les expériences, eh bien, on s'entraîne, on s'exerce à trouver des nouveaux canaux, des nouveaux chemins, euh, et de voir que même si je connais pas, en fait, ça marche. Je peux me faire confiance. Je sais sentir où est ma limite, là où je dois ralentir, là où je suis plus dans la compulsion, que j'ai pas de réafférence. C'est-à-dire que ce que je vis ne m'informe pas sur moi, je suis comme déconnectée. En fait, dès lors qu'on s'ouvre à plus d'expériences concrètes, sans jugement, euh, sans émission de mots, euh, on se fait plus confiance parce que la banque de données, elle s'élargit. Je sais pas si c'est clair. Si, ça l'est. En gros, enfin, moi, j'entends dans ce que tu dis, tu me dis si j'ai raison ou pas, que c'est une trêve mentale, une trêve d'a priori, mais c'est Mhm, aussi un plongeon en soi, donc une authenticité de qui on est vraiment, et c'est se retrouver dénué de tout ce que les autres pensent, que ce soit la société, enfin tout ce qui nous a été finalement inculqué en grandissant, que ce soit les parents, l'école, le pays dans lequel on vit, la culture, et ce sont des moments d'authenticité pure, finalement, mhm. puisque on laisse tout ce qu'on connaît sur le côté. Mais exactement, et c'est pour ça que quand on expérimente, on, on n'est pas tant en quête de se retrouver dans une forme préalable. En fait, c'est vraiment accepter de n'avoir aucune idée à l'instant T de la forme qu'on va prendre et d'être curieux par rapport à ça, de se connecter à un élan vital qui va plus nous donner d'informations que tout ce qu'on sait déjà. Exactement. Ouais, bah c'est exactement. Écoute, c'est ce que j'ai entendu quand tu l'as dit, j'ai entendu vivre. Parce que finalement, c'est Mhm, ça, vivre. mhm, mhm, C'est, voilà, c'est, point. C'est ce qui se mhm, passe mhm, là, maintenant, pendant que je le mhm. fais. Oui. Donc, en gros, si je devais résumer, moi, ce que j'ai entendu dans tout ce que tu as dit, c'est en fait, que ce soit le champ d'argile ou l'argile en soi, le toucher ou peu importe l'expérience, en fait, c'est vivre. C'est Mhm. revivre, enfin, pas revivre, mais en tout cas, c'est vivre le moment. Waouh. Ah oui, c'est vraiment se contacter dans la vivance. Et c'est sûr que
on se contacte. L'argile permet un contact direct, en fait, parce que ce que je vais toucher de l'argile va m'informer sur moi, euh, la façon dont je vais aussi utiliser mes mains. Il y a aussi toute une notion d'équilibre qui est, entre guillemets, le deuxième sens basique. Certaines personnes sont peut-être empêchées d'avoir une fluidité entre les deux mains, ou s'il y a un espace, une table par exemple, ben on va utiliser peut-être l'espace qui est proche de soi, mais pas explorer plus loin. Or, tout le corps est engagé quand on est en lien avec l'argile, comme relationnellement, on est engagé entièrement, c'est-à-dire corporellement. Ouais. Ah, c'est magnifique. Merci. J'ai une petite dernière question pour toi, du coup, en tant que thérapeute, en tant que maman de 3 enfants. Euh, Est-ce que tu dirais que l'argile permet à la maman de prendre soin d'elle et est-ce que tu dirais que c'est une priorité pour la maman de prendre soin d'elle par rapport à son enfant? Mm. Pour moi, c'est une grande responsabilité de prendre soin de soi quand on accompagne des enfants. Euh, Tout simplement parce qu'il y a un immense mimétisme qui se crée naturellement et que l'idée, c'est que les enfants aient envie de grandir. Donc, s'ils ont des adultes en chemin, euh, qui se prennent en charge, qui se cherchent, euh, il y a plus de possibilités pour eux de s'identifier sans devoir se calquer. Euh, donc, en tant que maman, il y a ce devoir, il y a cette responsabilité de se verticaliser, de s'affirmer, de sortir de quelque chose de, de régressif qui serait il faut qu'on me devine. Euh, il y a un grand apprentissage à communiquer avec eux et la plupart des communications sont pas de manière verbale. Il y a tout ce qui se passe au niveau de notre corps, ce qu'on dégage, parce ils sentent tous les enfants, ils sont extrêmement poreux. Donc on peut pas mentir à un enfant. Et un enfant d'ailleurs, c'est pertinemment bien quand un adulte peut rencontrer des difficultés. Donc, si on peut être le plus honnête possible avec l'enfant, en fait, on apprend à être le plus honnête possible avec soi. C'est un miroir, c'est une possibilité de se regarder. Il y a tellement d'amour, en fait, chez les enfants que on peut ouvrir une porte à un grand enseignement sur nous-mêmes. Maintenant, la première question que tu as posée, donc de comment prendre soin de soi, ou comment, en tout cas, euh, on a à le faire. Euh, Moi, j'ai découvert le chant d'argile quand j'étais toute jeune maman de petite fille. Et ça faisait longtemps que je cherchais un média pour ça, pour répondre à mes aspirations existentielles, pour répondre à des questions profondes qui passaient pas forcément par les mots. Euh, euh, Ça a été tel cas, en fait. On n'est pas des êtres sacrificiels qui doivent mettre tout en œuvre pour l'autre, mais qui s'oublient, en fait. C'est sûr que la tâche est immense en tant que maman, qu'on allaite ou qu'on n'allaite pas. Je veux dire, avoir un tout petit avec soi, il n'y a pas de mots tellement c'est immense, en fait. Ça demande beaucoup de concessions. Il y a une mise entre parenthèses, mais je dis bien entre parenthèses, c'est pas un oubli de soi. Progressivement, même si on répond vraiment aux besoins de l'autre, il faut se rappeler de ses besoins à soi. Et prendre soin de ça, c'est un incontournable. Juste, est-ce que l'argile peut amener la maman à vraiment prendre soin d'elle et le Mhm. bénéfice sur l'enfant, le fait qu'elle prenne soin Oui. d'elle, finalement? Alors, ce qu'il y a, c'est que dans le rapport à l'argile, on capte tout de suite si ça convient ou si ça convient pas. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Dans l'expérience, on va tout de suite sentir si dans notre corps,
ça fait ou si ça fait Enfin, je veux dire, quand je parle de pré-langage, c'est ça. C'est que le Oui, rapport, il est immédiat et le rapport, on sait tout de suite s'il est suffisamment bon ou pas. Et s'il n'est pas suffisamment bon, on peut agir. Et ça, c'est formidable. Donc, en tant que maman, vu qu'on vit quand même pas mal de frustration, peu d'espace pour soi, je veux dire, on vient de vivre 9 mois avec nos viscères nos organes qui bougent pour faire de la place à un enfant. Et il faut pas croire que parce qu'il est sorti du ventre, tout d'un coup, on récupère tout l'espace pour nous. Donc, on crée des aménagements pour exister encore à part entière, mais ça se fait petit à petit de récupérer cet espace-là. Donc, le rapport à l'argile va nous indiquer ce qui convient et ce qui convient pas, ce qui fait du bien et ce qui n'en fait pas. Et ça a l'air anodin comme ça, mais c'est tellement, ça appelle à une psychomotricité fine et une perception qu'on n'a pas forcément dans le quotidien l'occasion d'expérimenter. Là, il y a un arrêt, il y a un cadre sécure, le cadre de l'accompagnement. On est face à soi-même, même si la personne à côté accompagne, n'empêche on est soi-même aux commandes, on est soi-même engagé. Cette question d'autonomie est fondamentale aussi en tant qu'adulte qui accompagne un enfant. Euh, on s'occupe de lui, mais on s'occupe de soi. Donc, tout ça participe en fait du bien-être de la maman. Et pour moi, en fait, il devrait y avoir beaucoup plus d'espace dédié à ça, à l'enveloppement de la mère, au fait qu'elle puisse disposer euh, d'une capacité d'action sur son environnement. Parfois, on peut être tellement engoncé dans un rôle qui est aussi celui qui est attribué aux femmes qui deviennent mères dans une société patriarcale, c'est sûr. Et en même temps, j'ai envie de dire, il y a vraiment, notre être est magique. Il est capable de tellement de choses. On est en mesure de rebondir. On est en mesure de créer progressivement un espace pour dire, je suis capable, je peux aménager, je peux créer. Euh, et on a besoin d'un accompagnement pour que la personne légitime ce besoin. Je crois que il y a une grosse carence qui est presque une négligence, voire une maltraitance dans notre société, c'est que euh, la femme culpabilise lorsqu'elle devient mère d'avoir des besoins propres en son nom. C'est pas possible ça. Ça c'est en tout cas, dans mon histoire, c'est un leitmotiv d'action, quoi. Euh, nous avons des besoins en tant que mère, parce que en tant qu'individu. Et c'est sûr que la fusion avec l'enfant, qui, qui, qui passe d'absolu à relative et progressivement de moins en moins relative, euh, nous demande en fait d'être au clair avec ça. Et l'argile permet de revenir à soi, ses sensations, ses limites, là où ça convient, là où ça convient pas. Donc ça autonomise en fait. Donc oui, c'est évident que c'est bon pour les mères. Ça aide, ça facilite cette diffusion dont elle a besoin et dont l'enfant a besoin. Et ça mérite non seulement l'accompagnement pour légitimer les besoins, mais aussi pour avoir une personne qui atteste que c'est là, que c'est pas ça flotte pas, c'est concret, c'est 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 OK. bien sûr. Ouais, ouais. Le témoignage de la personne qui accompagne est fondamental là-dedans aussi. Ouais. Merci Caroline. Alors j'ai encore des millions de questions, mais bon, on a un temps quand même assez à partie. Enfin, voilà. Mais je crois Mm. que les réponses sont déjà énormes pour ces mamans qui nous regardent et qu'on remercie de nous suivre d'ailleurs. Mm. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fondamental pour toi que tu as envie de partager ou est-ce que tu es OK avec les questions que je t'ai posées? S'il y a quelque chose que tu aimerais vraiment transmettre et qui n'a pas été dit, n'hésite pas. Mm. En tout cas, oui, peut-être se sentir bien
est important et est d'autant plus important quand on est maman et qu'on accompagne des enfants. Quand je dis se sentir bien, c'est pas le culte du bien-être et le culte du bonheur qui est bien lucratif aujourd'hui. Euh, Quand je dis se sentir bien, c'est la nuance de l'adverbe en fait. Euh, je sens bien que je sens ce qui se passe. Mhm. Vérifiez ça. Que ce soit inconfortable ou confortable, puisqu'on sait qu'on est en expérience de l'impermanence, c'est vérifier qu'on est au contact de soi et donc assis à l'intérieur de son corps pour évaluer euh, de manière sensible ce qui se passe. Et donc être sensible à l'environnement. Ça peut être l'environnement sonore, ça peut être l'environnement euh, lumineux, la chaleur. En fait, dès lors qu'on est dans le corps, c'est la transposition de ce qui se passe pour les mains. En fait, on peut adapter, on peut sortir de la suradaptation. Ah, il fait froid, c'est pas grave, je vais me mettre comme ça et je ne sentirai plus que j'ai froid. Je m'anesthésie concrètement. Non, ok, je sens que j'ai froid. Il s'agit pas des degrés sur le thermomètre, en fait, parce que telle autre personne va dire, ben non, moi, j'ai pas froid. Oui, mais toi, t'as froid. Oui, la perception est validée intérieurement parce que j'ai confiance en mon corps et qu'il me donne des informations sur moi. Et moi, je suis distinct de l'autre. Et donc, dès lors que je me valide, je peux dire, bah, je vais aller chercher un plaid parce que j'ai froid. Et donc, je relâche mes épaules. Je suis de nouveau sur l'échelle de stress, hein, à 0, à 1. Et là, je diffuse des meilleures hormones. En fait, c'est cette responsabilité euh, qu'on a à avoir, de se valider, de faire confiance au corps, de d'aller vers une adaptation bénéfique et de sortir de tous ces schémas de je sais, je fais ça parce que on a toujours fait ça comme ça. En fait, les réponses, elles sont dans le corps. Elles sont là parce que c'est là où notre cœur bat. C'est tout simple, en fait. Voilà. Quelle belle façon Tentons. de terminer. C'est là où notre cœur bat. J'adore. Merci Mhm. beaucoup, Caroline. Merci à Euh, toi. si j'ai des personnes qui m'écoutent, des francophones, et qu'ils ont envie de te joindre, ils te joignent Mhm. à l'atelier de l'Aloba? Oui, Oui. Tu es en oui. Belgique, tu peux nous rappeler dans quelle ville tu te trouves en Belgique? Entre Jean-Blou et son bref, à Boigné. Parfait. Est-ce que c'est une technique qui peut se faire à distance? Non. Non? Ok, d'accord. En tout cas, je ne l'ai pas expérimenté jusque-là à distance. Ça m'est déjà venu en tête de d'essayer. Et en même temps, je pense que c'est un accompagnement qui va aussi prendre une assise dans le relationnel. Et même si je sais qu'à distance comme ça, on a beaucoup de choses qui passent par-delà l'écran, à mon sens, c'est important de venir palper les Bien, choses avec le corps. Ouais. Mm. d'accord. Parfait. À voir si je Je change d'avis. mettrai, je mettrai tes coordonnées, si tu le désires, dans les commentaires. Et je te Merci. remercie vraiment pour ce moment, pour cette compréhension plus profonde de ce qu'est l'argile et ta technique aussi, le chant d'argile. Je te souhaite Mm. une très belle journée. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée. Et puis à bientôt pour une prochaine interview.